routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes à la gare routière de l'information sur la radio Génial Taxi FM Lemay. Aujourd'hui, jeudi, et habituellement, les jeudis, nous donnons la parole à un homme politique de la société civile ou autre. Mais aujourd'hui, notre invité ne sera ni en studio avec nous, ni au téléphone, mais dans un bouquin. L'actualité politique avec les dernières élections législatives et régionales au Togo nous amène à vous proposer les réflexions du feu Maître Yaovi Agbouibo dans un essai intitulé « Paramètres humains de l'action politique pour la bonne gouvernance en Afrique ». Un bouquin publié en 2011 et qu'il m'a soi-disant, récent, dédicacé à Erigato en encouragement du professionnalisme dont tu fais preuve dans tes émissions. Je vous donnerai lecture de ces réflexions. Taxi FM 93.1. Paramètres humains de l'action politique pour la bonne gouvernance en Afrique, aux éditions L'Harmattan, Maître Yaovi Agbouibo. Avant-propos, cet ouvrage se situe dans le prolongement des échanges que j'entretiens avec des acteurs politiques africains depuis le séminaire organisé par l'Union interparlementaire à Gaborone, au Botswana, en 2009. Dans un précédent ouvrage publié en 2010 sous le titre « Gouvernance politique et sociale en Afrique », 20 ans après le sommet de la Boule, j'avais fait le point sur les aspects institutionnels de nos échanges. Nous étions tous d'accord sur l'idée qu'en Afrique, comme partout ailleurs, la démocratie suppose une opposition crédible qui serve de rempart aux citoyens contre les dérives du pouvoir. Nous étions également d'avis que l'opposition devait assumer cette fonction par le canal de ses élus au Parlement et à travers les personnalités qu'elle désigne pour siéger dans les organes extra-parlementaires chargés de réguler l'action gouvernementale. La poursuite des entretiens nous a amené à constater que, quelle que soit la qualité formelle des institutions, les processus démocratiques continueront à être confrontés à de rudes épreuves sur le continent tant qu'on n'aura pas pris les dispositions nécessaires pour instaurer entre les acteurs politiques des rapports humains propices à la production et à la répartition équitable des ressources d'intérêt commun. C'est pour répondre à ce souhait que j'ai rédigé le présent ouvrage. Les idées qui sont développées reflètent à mon sens les réalités qu'on observe dans la plupart de nos pays. C'est à dessein que j'ai retenu l'expérience togolaise à titre d'illustration à raison de sa particularité. Elle m'a en somme servi de cas de référence pour une réflexion d'ensemble sur le rôle des paramètres humains sur la politique en Afrique. Je tiens à exprimer à mes collègues du continent mes remerciements pour les suggestions que les uns et les autres m'ont faites.
Le processus démocratique au Togo aura été l'un des plus controversés de l'Afrique et des plus douloureux par le nombre de ses martyrs et le temps qu'il a fallu mettre pour assurer au peuple le droit d'avoir des dirigeants émanant de son consentement. Le régime en place depuis 1967 aura été, de par sa durée, le plus long dans l'histoire du pays par rapport à la colonisation allemande de 1884 à 1918, 34 ans, la tutelle française en 1919 à 1960, 41 ans, et les pouvoirs exercés sur de brèves périodes par Sylvanus Olympio, Nicolas Grunitzky et Kléber Dadjo. En réalité, le régime pose problème, non pas uniquement par sa longévité, mais aussi et surtout parce qu'il n'a pas institué dans son mode de fonctionnement les mécanismes qu'il fallait pour mettre les biens publics à l'abri des pratiques abusives. La mainmise d'une même famille sur les ressources nationales pendant près d'un demi-siècle a fini par être si éprouvante et si insupportable que l'alternance constituerait aujourd'hui l'attente la plus cruciale de la quasi-totalité des Togolais. Sa réalisation ne paraît guère aisée. Pour y arriver, il faut rénover les instruments d'action. Rénovation des outils institutionnels. Dans mes précédents écrits, j'ai expliqué en quoi le pays a besoin de revoir ses bases institutionnelles par la refondation de la République. Cette refondation, avais-je dit, a pour objectif de restaurer au centre de l'action politique le souci de promouvoir la création de richesses profitables à tous par une répartition équitable. Cela induit le devoir de rupture avec la tendance à faire du pouvoir un trophée destiné aux vainqueurs. On en a vu les dérives. Ceux qui sont au pouvoir sont prompts à recourir à tous les moyens pour ne pas en perdre les délices. Ils jouissent à la fois du pouvoir de répartir les ressources publiques et de la liberté de désigner les personnes chargées de contrôler les conformités ou la conformité de la répartition aux normes. Ils cumulent ainsi les deux prérogatives dont la démarcation constitue la caractéristique fondamentale d'une bonne gouvernance des ressources publiques. La conséquence, c'est que le Togo a du mal à se donner l'image qu'il lui faut pour aller de l'avant. Il s'est enlisé dans une crise qui persiste et a pris du retard par rapport à ses voisins qui se sont donné l'image d'État moderne. On a tenté à plusieurs reprises de sortir de l'impasse par le brassage des courants politiques opposés dans des gouvernements transitoires d'union nationale. La formule n'a pas prospéré avec aucune des expériences qui ont été faites depuis 1991. Le régime s'en est chaque fois servi pour affaiblir l'opposition, de sorte qu'au lieu de faire avancer la cause de l'alternance, la formule de gouvernement d'union nationale l'a desservi au contraire. Aussi suis-je venu à la conviction que, parallèlement aux améliorations à apporter au cadre électoral en vue de rendre possible l'alternance, il faut résoudre la question de la bonne gouvernance des ressources publiques par la mise en œuvre des réformes prescrites par l'accord politique global. Les deux questions sont liées, en fait. De leur règlement dépendent les réformes ou les réponses à apporter à bon nombre de frustrations des Togolais. Le problème ethnique ne se serait pas posé avec acuité si le pays avait été doté d'un système consensuel crédible de régulation de la répartition des ressources publiques.
Il est tout aussi vrai que tant que ces organes de régulation feront défaut et que le parti au pouvoir pourra continuer à se servir des ressources publiques pour s'y maintenir, l'opposition aura du mal à relever le défi de l'alternance. Un président de la République en exercice ne pourra pas dilapider des ressources publiques à des fins de conservation de pouvoir s'il était tenu de ne pas se représenter à la fin de son mandat. C'est pour cela que la limitation de la durée du pouvoir présidentiel à un mandat unique constitue la meilleure façon de protéger les ressources publiques. Si les efforts réalisés à ce jour en matière des droits humains, des libertés publiques et des règles d'organisation d'élections régulières et équitables n'ont pas rendu possible l'alternance au Togo, c'est à cause du mode de gouvernance des ressources publiques. Il est peu probable qu'il en soit autrement avant que l'on ne dote le pays d'institutions parlementaires et extra-parlementaires crédibles de régulation, de répartition des ressources publiques. Les organes extra-parlementaires de régulation tirent leur utilité des limites relevées par le système classique de la séparation des pouvoirs. Le Parlement devait, dans la vision de Montesquieu, servir de contrepoids au pouvoir exécutif. Il s'est trouvé à la pratique que, dans la plupart des pays, la majorité parlementaire sert plutôt le soutien de l'exécutif. De sorte que c'est davantage à l'opposition parlementaire qu'il revient de jouer le rôle de contrepoids. Et comme elle est, par essence, minoritaire, ces critiques ne débouchent pas toujours sur des résultats qu'on pouvait en attendre. C'est pour cela que les organes extra-parlementaires de régulation sont d'une importance décisive. Les personnalités à nommer pour les incarner doivent être désignées par le Parlement sur proposition des groupes parlementaires en fonction de leur configuration. Ce qui implique l'existence d'une opposition parlementaire forte, habilitée comme telle à désigner la proposition des membres des organes de régulation correspondant à sa répartition. La bonne gouvernance requiert ainsi un paysage institutionnel caractérisé par une opposition républicaine digne de ce nom face à une majorité légitime. On en est encore loin pour le moment au Togo, pour de multiples raisons. La persistance des pesanteurs géo-ethniques, la perception du pouvoir comme un trophée et l'impact des propos haineux sur le climat politique. Il reste ainsi du chemin à parcourir pour lever ces obstacles. Il faut s'y atteler en gardant à l'esprit que l'alternance démocratique va de pair avec la bonne gouvernance des ressources publiques. La nouvelle orientation imprimée à la lutte pour l'alternance gagnerait à l'efficacité à prendre en compte, en dehors de la nécessité de rénover les outils institutionnels, l'influence d'autres facteurs sur l'action politique. Il en est ainsi des facteurs humains, économiques, culturels et autres. En attendant d'avoir l'occasion d'étudier l'impact politique des ressources économiques ou des ressorts économiques, je voudrais consacrer l'étape actuelle de mes réflexions au rôle des paramètres humains. Les paramètres humains. Les citoyens ne se déterminent pas dans leurs actions à partir uniquement des données institutionnelles. Ils sont aussi avant tout à l'écoute d'eux-mêmes.
Et c'est en cela que les paramètres humains ont une influence incontestable sur les comportements et les choix politiques. On a trop souvent tendance à s'y méprendre. Notre pays n'aurait pas vécu les graves dérives qui ont tant entravé son développement si on avait su gérer les frustrations comme il fallait au lieu de les laisser dégénérer en sentiments de haine. Dans le même ordre d'idée, sans un modèle de relations humaines entre les acteurs politiques au pouvoir et ceux de l'opposition, il n'est guère possible de doter le pays des organes de régulation répondant au profil que nous avons évoqué à l'instant. Ces relations constitueront bien sûr à porter le sceau de l'adversité inhérente à la lutte politique. Mais l'adversité varie suivant les fins que les acteurs politiques poursuivent dans leur lutte pour le pouvoir. S'ils voient dans les ressources publiques un butin de guerre à conquérir pour le compte de leur camp aux dépens du camp adverse, ils ne peuvent que s'entre-déchirer. Mais si c'est pour appliquer un mode de gouvernance de nature à assurer un mieux-être aux citoyens de tous les bords politiques, les acteurs politiques en lutte peuvent s'accorder par des discussions sur les dispositions susceptibles d'établir entre eux des rapports humains propices à un fonctionnement efficace des organes de régulation de la répartition des ressources publiques. Et plus les acteurs de l'opposition assainissent leurs relations humaines internes, plus ils contribuent à instaurer au sein de l'ensemble de la classe politique un climat humain propice à une stabilité durable, au bon fonctionnement des institutions, à la bonne gouvernance des ressources publiques et à une prospérité générale profitable à chaque citoyen. La réussite de toute entreprise d'intérêt commun repose avant tout sur la qualité des relations humaines entre les acteurs concernés. C'est aussi un fait établi que la stratégie basée sur la haine a largement contribué à l'enlisement politique de notre pays. C'est pour ces dérives ou ces diverses raisons, entre autres, que j'ai jugé utile de consigner dans cet ouvrage les fruits de mes réflexions sur le sujet. Les paramètres humains de l'action politique sont multiples. Il n'est guère possible de les examiner tous. Je me suis essentiellement penché sur les émotions, celles-ci étant leur centre de gravitation. Il convient d'en cerner les contours, le processus par lequel elles naissent, leur évolution et les difficultés de leur gestion. D'abord, les contours des émotions. L'émotion est une réaction psychophysiologique de l'organisme à une situation réelle ou imaginaire. La peur, la colère, la compassion, le courage, l'enthousiasme, l'espérance, la joie, le plaisir, la fierté, la déception, la gêne, la honte, etc. Les émotions ne doivent pas être confondues avec les foyers émotionnels où ils naissent. J'y reviendrai plus loin. La sensation émotionnelle est liée à ces foyers et à d'autres mécanismes de l'organisme. Une fois née, elle se traduit par des réactions psychologiques, notamment au niveau des systèmes nerveux, musculaires, sanguins, hormonaux, respiratoires et autres, avec des reflets au visage, dans la voix ou sur d'autres parties du corps. Elle fait monter le sang vers les bras en cas de colère et le fait descendre, en revanche, en direction des pieds dans les situations de peur. C'est après coup que le cerveau s'en saisit en divers centres correspondants selon les spécialités et des niveaux différents de réaction. L'émotion ne dure, selon Dalai Lama et Ekman, que quelques secondes à peine et jamais une journée entière. Elle ne subsiste éventuellement qu'au-delà que sous forme de souvenirs et d'humeur susceptibles d'avoir des répercussions sur les choix et comportements de la personne qui l'a éprouvé.
L'émotion est transmissible par un phénomène de contagion lié à la tendance de l'être humain à imiter instinctivement les réactions faciales, les inflexions vocales et autres gestions ou gestes d'une personne en état émotionnel. La syndronie des signes entraîne la syndronie émotionnelle. Un tempérament sensible peut céder ainsi aux larmes en présence d'un proche, en pleurs sous l'épreuve d'un chagrin. Un orateur ou un artiste peut, au contraire, faire partager son enthousiasme avec le public par le biais de son sourire et autres signes extérieurs de sa sensation. C'est surtout par les relais médiatiques que l'émotion, tout comme l'idée, se propage. Son champ de propagation est à la mesure du nombre de personnes qui en sont affectées. On se souvient de la journée du 30 janvier 1993 à Lomé. Il a suffi que la radio privée Liberté annonce que les forces de l'ordre étaient en train de tirer à baie en réaction à l'agression mortelle d'un gendarme pour que la peur gagne toute la capitale et que des milliers de gens prennent le chemin de l'exil. Outre les contours des émotions, il y a les sources de l'état émotionnel. Les émotions naissent des foyers émotionnels que sont les instincts et les automatismes qui y sont liés. L'instinct de survie, le désir du bien-être, l'instinct d'autodéfense, l'instinct de puissance, l'instinct de plaisir, l'instinct grégaire, l'instinct de surnaturel, la répulsion instinctive de l'anormal, l'instinct esthétique, l'effet écologique, c'est-à-dire attractif ou répulsif, le besoin de considération, la soif d'attention. Les foyers émotionnels sont inactifs tant qu'ils ne sont pas exposés à tout ce qui peut les éveiller. Mais dès qu'ils entrent en contact avec un élément susceptible de les allumer, ils s'activent et provoquent des émotions. Un foyer émotionnel allumé peut, en sens inverse, s'estomper, voire s'éteindre sous l'action des facteurs qui l'inhibent. Les excitants des foyers émotionnels sont de tout genre. Les humains constituent, à travers leurs relations, la force, la source première des émotions. Les éléments et les phénomènes naturels suscitent, selon les situations et leur nature, des sentiments d'émerveillement, de peur, de tristesse, etc. De même, les actes, les faits, événements de tout genre peuvent être source de joie, de plaisir, de compassion, d'angoisse, d'indignation, de révolte, etc. Les mots, les discours, les chansons, les danses et les créations culturelles artistiques de façon générale peuvent produire le même effet. Le comportement émotionnel peut être additionné également par des déclencheurs artificiels. Les spots publicitaires en sont des exemples atypiques. On peut évoquer aussi sur le plan politique le vote par contagion émotionnelle que notre pays a connu. De 1998 à 2010, avec l'emblème d'Etia du parti politique l'UFC, Union des forces du changement de Gilles-Christ Olympio. En tout état de cause, il ne peut y avoir d'état émotionnel sans un facteur naturel ou artificiel agissant sur l'instinct ou le désir concerné. Il en est l'harmonique. Le facteur émotionnel est avant tout une situation, un événement réel vécu par sens sur le vif ou en inverse, en version transmise par des médias ou des témoins. L'image ne naît pas de la juxtaposition des idées, non. Elle émerge des faits. Elle est de la sphère du concret. Elle ne procède pas du général, de l'universel. Plus on descend dans le particulier, plus
on y parvient. Elle ignore l'énoncé négatif et préfère la version imagée de son positif. Son domaine privilégié est le récit. Et le récit est d'autant plus frappant qu'il restitue l'ordre naturel des faits, dégagé des conjonctions de liaison, de rupture, de réserve ou de subordination. L'image est elle-même en mesure de faire saisir ces rapports par l'agencement de ces séquences. Elle gagne à être présentée en un temps qui le fait vivre en contemporain par le spectateur. En dehors du réel, l'image peut être produite par l'imagination, soit par intrusion de l'imaginaire dans le réel, soit par pure invention. L'imaginaire est un ressort humain, fertile aux œuvres artistiques et aux croyances religieuses. Il joue un rôle considérable dans le champ de l'action politique par son adaptation à faire rêver, son aptitude à faire rêver. Il a servi de levain au combat politique dans tous les pays. Il en fut ainsi au Togo à l'époque de la lutte pour l'indépendance. Comme le rappelle Jean de Monton, le rêve était, après la Blodée, nous deviendrons riches comme les Yovo. De même, si les Togolais se sont engagés avec enthousiasme pour la démocratie, c'est parce qu'ils voyaient à l'horizon la fin de leurs problèmes. Ces rêves sont légitimes et réalisables. Malheureusement, on n'a pas su les gérer en faisant la part de l'émotion et du rationnel. Maintenant, la question des émotions. L'émotion alerte l'organisme à réagir à une situation. La colère suppose la frustration, la peur un danger, la honte une faute, la tristesse un malheur, l'enthousiasme un succès, etc. La réaction immédiate qu'induit l'émotion procède, tout comme l'émotion elle-même, des niveaux de fonctionnement instinctif de l'être humain, bien sûr. Elle est spontanée, irréfléchie. Chaque alerte émotionnelle provoque un type de réaction naturelle correspondant à la logique émotionnelle de l'organisme. La peur incite à la fuite devant un danger. La colère à l'envie de riposter à une frustration. Du fait de son caractère instinctif, un propos tenu ou un acte posé sous l'emprise d'une émotion peut se révéler socialement répréhensible, quand bien même il serait humainement compréhensible. Que d'individus n'ont, sous l'effet de la colère, de la jalousie, de la honte, du désespoir, commis des actes regrettés après coup. Aussi importe-t-il, lorsqu'on ressent une émotion, de se maîtriser de manière à se donner du temps pour réfléchir au comportement approprié à la situation. Pour reprendre les exemples précédemment donnés, une personne affectée par la peur ou la colère peut, après réflexion, opter pour l'affrontement au lieu de la fuite, pour le pardon au lieu de la vengeance. C'est à travers ce recul et ces bienfaits que la patience revêt toute son importance en tant que vertu sociale. L'être humain s'honore en tout tas de causes à gérer rationnellement une situation émotionnelle, qu'il s'agisse d'un événement joyeux ou pénible, de la sympathie ou de l'antipathie pour une personne. Il témoigne de sa différence avec l'animal par sa capacité à faire preuve de retenue, de patience et de maîtrise de soi. Les émotions qui vont nous préoccuper sont surtout celles revêtant une importance particulière dans l'action politique et sociale. L'indignation y occupe une place de choix. Nous voudrions l'évoquer à titre d'exemple. Elle est une énergie naturelle extraordinaire. On peut en faire une utilisation positive en la mettant au service des causes légitimes. D'aucuns n'hésitent pas, au contraire, à s'en servir pour nuire, en l'exacerbant en haine. Dans un cas comme dans l'autre,
La colère comporte des aléas qu'il faut savoir surmonter. Il est facile à l'acteur politique d'exciter des foules par des propos injurieux à l'endroit de l'adversaire. Mais quel résultat peut-il en attendre? Lorsqu'un pouvoir soumis à l'épreuve de la colère populaire ne semble pas être disposé à céder, jusqu'où les indignés peuvent-ils aller? Comment concilier l'intransigeance des indignés avec le devoir des responsables de prendre en compte le rapport de force et de fustiger le mouvement? Que faire pour éviter qu'une indignation populaire légitime ne se transforme en sentiment de haine? Ce sont là autant de questions auxquelles il faut trouver des solutions. L'émotion ne peut, par sa seule dynamique, y parvenir. La raison doit y jouer un rôle en mettant en œuvre les facultés intellectuelles. C'est à elle qu'il revient de décrypter les attentes profondes que recouvrent les sentiments émotionnels, comme le fait observer avec pertinence Jean-François Kahn. Au-delà de la sensation, il y a la raison qui lui donne tout son sens, ou la déraison qui, à son propos, soumet un contresens. Fin de citation. On ne saurait se dérober à ce nécessaire attelage de l'émotion et de la raison sans comprendre ou compromettre les effets bénéfiques de l'alerte émotionnelle. Les émotions, on s'en aperçoit, mettant en branle une multitude de ressorts humains. Nous nous sommes surtout intéressés à ceux qui influencent tout particulièrement l'action politique en la répartissant en 8 paramètres. Les besoins vitaux, les réactions affectives à l'insatisfaction des besoins vitaux, les sentiments de combat pour la survie, les facultés de charme, les symboles de puissance, la diversité des perceptions du même réel, le phénomène d'attraction des mêmes, et le désir du changement. Vous écoutez Radio Taxi FM, nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information. Ce jeudi, nous sommes en train de lire un livre, un essai de Maître Yaovi Agbouibo, écrit en 2011, dont le titre est « Paramètres humains de l'action politique pour la bonne gouvernance en Afrique » aux éditions Harmattan. Évoquant les émotions, on les avait citées tout à l'heure, 8. On va commencer par le premier, les besoins vitaux. La plupart des paramètres humains examinés tournent autour de l'instinct fondamental qu'est le besoin de survie. Tout y concourt d'une façon ou d'une autre. Il convient de préciser le contenu de la notion de besoins vitaux. Les besoins vitaux, c'est l'ensemble des besoins dont la satisfaction est nécessaire au développement physiologique, intellectuel, affectif et spirituel de l'être humain. Il n'est guère possible de les énumérer tous. Les plus courants d'entre eux sont connus. La personne humaine a notamment besoin de s'alimenter, de se vêtir, de se loger, de se soigner, de se sentir en sécurité, d'assurer l'éducation et la formation professionnelle de sa progéniture, etc. Les besoins personnels ne sauraient se dissocier des besoins collectifs. Leur satisfaction implique, en dehors des normes de vie commune, des infrastructures publiques de santé, d'éducation, de culture, de transport, de communication, de protection de l'environnement, des équipements publics, du personnel nécessaire au fonctionnement de l'État et des collectivités locales. Les citoyens ont le devoir de concourir à la réalisation des outils institutionnels et matériels d'intérêt commun. Plus ils contribuent à créer des conditions d'une bonne gouvernance, des besoins collectifs, plus ils s'offrent des opportunités de satisfaction des besoins personnels. La gouvernance des besoins vitaux. La mission primordiale des détenteurs du pouvoir dans tout pays,
c'est de promouvoir les conditions matérielles et institutionnelles d'un environnement politique et socio-économique qui permettent à chaque citoyen d'exercer une activité professionnelle susceptible de lui procurer un niveau de revenu nécessaire à la satisfaction de ses besoins et de ceux des personnes à sa charge. Parmi les dispositions institutionnelles à prendre, les règles d'une répartition équitable des ressources publiques revêtent donc une importance capitale aux côtés de celles visant à garantir le respect des droits humains et des principes démocratiques. Au Togo, le bilan de la gouvernance des ressources publiques du pays depuis 44 ans. Je rappelle que ce bouquin a été publié en 2011 et c'est pour ça qu'il est fait mention de 44 ans. Je reprends. Au Togo, le bilan de la gouvernance des ressources publiques du pays depuis 44 ans incombe au régime en place. Ce bilan s'est révélé négatif. Dans les années 1970, on pouvait s'attendre à ce qu'il en soit autrement au regard des énormes ressources financières que le Togo tirait de l'exploitation des phosphates, de la commercialisation des produits de rente par l'Office des produits agricoles OPAT, des concours financiers extérieurs. Le président Eyadema disposait malheureusement de ces ressources publiques comme si elles étaient sa propriété privée. Il se laissait aller, d'autant plus aux abus qu'on pouvait, à une époque où il n'avait de compte à rendre à aucun organe de régulation parlementaire ou extra-parlementaire. D'importantes ressources provenant des régies financières administratives ou des entreprises publiques ont été dilapidées en dépenses de prestige ou détournées par des infrastructures, des projets de développement, des gratifications, des réseaux extérieurs, des transferts illicites à l'étranger. C'était sur ce fond de mauvaise gouvernance des ressources publiques que se sont greffées, à partir de la fin des années 80, les revendications concernant le respect des droits humains et des principes démocratiques. Le régime y a réagi par des répressions policières répétées, parfois émaillées de morts et blessés. Les partenaires en développement du Togo ont examiné ou ont estimé les violations des droits humains et des principes démocratiques si graves qu'ils ont suspendu fin 1992 et début 1993 leur coopération avec le régime. Le pays en a souffert sur plusieurs plans, notamment dans les secteurs économiques dont dépend la satisfaction des besoins vitaux des populations, que ce soit en matière d'infrastructures de base ou dans les domaines du développement agricole ou industriel. Les conséquences sociales ont été dramatiques, aggravation du chômage, chute du pouvoir d'achat dans les villes et campagnes. Le nombre des pauvres dans les différentes régions du pays est inquiétant. Il suffit pour en avoir une idée de se référer au profil de pauvreté 2006, établi à partir de l'enquête du questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être, QUIB, dont les conclusions ont servi de base à l'élaboration du document complet de stratégie de réduction de la pauvreté, DRCRPC. Les proportions des pauvres région par région sont effrayantes. Savane, 90,5%. Centrale, 77,7%. Kara, 75%. Maritime, 69,4%. Plateau, 56,2%. Lomé, 24,5%. La pauvreté, on s'en aperçoit, a affecté toutes les régions du Togo sans distinction tenant au bord politique des populations. Engendrée par la mauvaise gouvernance des ressources publiques et accentuée par la suspension des aides étrangères, elle est en train de générer ses propres effets aux contours multiformes.
Les aspects économiques et sociaux de ces effets sont manifestes à travers le niveau de chute du volume annuel des produits agricoles de rente, l'aggravation du chômage, la persistance de la dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Mais c'est surtout par ces conséquences politiques que la pauvreté a pris une allure préoccupante. Les citoyens qui s'étaient illustrés par leur engagement pour le changement se sentent de plus en plus fragilisés par la misère sociale au point d'en venir à retourner leur veste pour survivre. L'instinct de survie prit ainsi le pas sur le désir du changement. Les processus électoraux, au lieu d'être des moments de choix entre des solutions aux besoins des populations, sont devenus plutôt des occasions où les électeurs contribuent, moyennant des sommes d'argent, à la survie du régime. Et ils ne se privent pas de s'abriter derrière toutes sortes d'alibis. Le ventre creux n'a point d'oreille. Le ventre affamé ne connaît pas d'aliments interdits. Il est d'abord criminel d'user des ressources faisant partie du patrimoine national pour détourner les citoyens de leurs convictions. En tout état de cause, il est anormal de distribuer à chaque élection des milliards de francs CFA, sans contrepartie en biens ou services figurant comme tels au volume de la production nationale. Il y a lieu à s'inquiéter de son impact sur l'économie nationale et de se demander s'il ne rend pas plus complexe le phénomène de la pauvreté quand on observe les proportions que prennent les parasites vivant des opérations d'achat de conscience et autres expédients par rapport donc à ceux qui vivent du revenu de leur travail. Nous sommes en train de lire donc le bouquin de Maître Yaovi Agbouibo, dont le titre est Paramètres humains de l'action politique pour la bonne gouvernance en Afrique, aux éditions Harmattan. Changement d'orientation de la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté nécessite de nouvelles stratégies à orienter fondamentalement vers le relèvement du pouvoir d'achat des populations. La surveillance du niveau des prix, surtout ceux des produits de première nécessité, n'est pas à négliger à cet égard. Il est utile, voire impératif, de dégraisser les prix des marges illicites de spéculation. Il faut néanmoins se garder de surestimer la portée de la mesure. Dans le contexte économique mondial actuel, les prix dépendent avant tout des aléas du marché. Il n'est pas possible de les juguler au-delà d'un certain seuil. Aussi, doit-on rechercher plutôt, en direction du relèvement du niveau des revenus, les solutions aux problèmes du pouvoir d'achat des ménages. Le rôle à jouer par l'État à cet égard ne fait pas de doute. Notre pays dispose d'énormes potentialités de recettes publiques internes, d'emplois publics ou parapublics, des marchés d'État et des sociétés d'État, de concours financiers extérieurs. Les populations connaîtront déjà une ère d'émergence de nouveaux opérateurs économiques, de création d'emplois, d'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, si l'on vient à réformer en profondeur la gouvernance du pays, en mettant notamment fin aux pratiques actuelles qui laissent aux dirigeants la latitude de désigner les membres des organes de contrôle de la répartition des ressources publiques. Tant qu'on n'aura pas réalisé cette réforme, les citoyens connaîtront ou continueront à vendre leur dignité pour avoir la part des ressources publiques qui leur reviennent droit. Ceux qui sont au pouvoir ne cesseront pas d'abuser des biens publics pour s'y maintenir. Le niveau général des revenus continuera à stagner, voire à se dégrader. Cela dit, le relèvement du niveau des revenus et l'éradication de la pauvreté viendront surtout des activités privées génératrices de revenus.
Mais encore faut-il que le secteur privé aille au-delà de l'économie actuelle de façade où une poignée d'individus se font fortune sur le dos des pauvres par la corruption, le passe-droit, le blanchiment d'argent et autres pratiques de pillage des ressources publiques dans le secteur financier, en matière de travaux publics et dans les activités de réexportation ou de revente en interne des produits étrangers importés. La réduction du chômage et de la pauvreté passe en réalité par le développement des secteurs économiques riches en potentialité d'emploi et de revenus que sont l'agriculture, l'élevage et les industries de transformation des produits du terroir. Cela implique que soit levé un double obstacle dont l'un est l'épineux problème du foncier. Dans leur configuration actuelle, les terres ne se prêtent pas dans leur ensemble à une exploitation agricole intensive dont le pays a besoin. Il est temps que l'on commence à régler la question foncière, surtout en cette période où les paysans se mettent à vendre des centaines, voire des milliers d'hectares de terres pour survivre. Il faut éviter que les terres soient bradées à des spéculateurs aux dépens des paysans. L'État doit prendre les dispositions nécessaires pour les racheter en vue de constituer un patrimoine foncier national dont l'absence entrave le développement agricole du pays. Il lui appartiendra de déterminer les modalités d'exploitation du patrimoine foncier agricole, soit par des entreprises privées opérant sur de larges espaces à base de travail salarié fourni par des ouvriers, soit en zone verte où de jeunes agriculteurs s'installent en groupement à unité autonome pour leur propre compte. Mais le tout n'est pas de disposer de terres à exploiter suivant les techniques modernes. Il faut aussi trouver des solutions à l'autre obstacle qu'est celui des financements lourds que nécessite une exploitation agricole intensive et dont la mobilisation pose problème dans le contexte actuel où les lendemains de notre pays continue à susciter des inquiétudes. Ce second défi n'est pas insurmontable non plus. Il revient à chaque acteur politique ou social de s'interroger sur ce qu'il doit faire à son niveau pour que le Togo jouisse de l'image susceptible d'attirer les investisseurs. L'interpellation ne peut être à l'embarras d'acteurs qui a de l'amour pour son pays. Et aimer son pays, c'est agir en faveur ou de façon à ne pas fournir de prétextes aux autres acteurs pour se soustraire à leur part de responsabilité dans le combat à mener pour l'éradication de la pauvreté, la promotion d'une prospérité générale qui offre des opportunités d'action génératrices de revenus à chaque Togolais. Alors, au titre des émotions qu'évoquait Maître Yaovi Agbouibo dans son ouvrage « Paramètres humains de l'action politique pour la bonne gouvernance en Afrique », on a parlé là des besoins vitaux. Le deuxième, c'est les réactions affectives à l'insatisfaction des besoins vitaux. L'insatisfaction des besoins engendre de multiples réactions dont deux revêtent une importance toute particulière en politique, la colère et la haine. La colère, d'abord. Le droit de s'indigner. La colère est l'une des émotions les plus répandues de par le nombre de personnes qu'elle affecte quotidiennement. Tout le monde y est confronté selon la formule d'Aristote. C'est en principe une réaction de bonne foi envers une personne supposée avoir mal agi. Un responsable qui se complairait aux dérives des personnes relevant de son autorité serait coupable. L'inverse est tout autant vrai. La colère ainsi comprise procède d'une intention bienveillante. Mais il suffit parfois d'un terme ou d'un geste déplacé pour la faire déraper. La colère mérite
quelles qu'en soient les causes, qu'on sache la gérer pour qu'elle ne se travertisse pas en ressentiment, c'est-à-dire en frustration que l'on rumine en soi en se gardant de l'extérioriser. C'est essentiellement la grogne des citoyens contre leurs gouvernants et qui va retenir notre attention. L'indignation citoyenne est un droit, voire un devoir. Elle a eu, dans bien des cas, l'effet d'une bombe au point d'emporter des gouvernants. Il faut tout de même préciser que c'est davantage par sa dynamique aux effets imprévisibles qu'un mouvement populaire pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens débouche sur une chute du régime. Les citoyens furieux dans la rue pour la bonne gouvernance sociale ne recherchent pas le pouvoir. L'indignation citoyenne se distingue ainsi de l'action politique par son objectif, amener les dirigeants à revoir leur mode de gouvernance de façon à trouver les solutions aux préoccupations des citoyens. Les organisations syndicales du corps médical public et la communauté estudiantine incarnée par le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais MIT en ont donné des exemples par leur récent mouvement. À l'époque, bien sûr, où on écrivait les documents, en 2011-2012. Ils ont fait preuve d'une fermeté remarquée dans l'expression et la défense de leurs revendications. Dès qu'ils sont parvenus avec le gouvernement à des accords jugés acceptables, ils ont levé les mots d'ordre en attendant d'observer la manière dont ces accords vont être appliqués. C'est en préservant ainsi la spécificité de sa fonction que l'indignation citoyenne justifie sa place dans une société démocratique. La contestation citoyenne dispose de multiples canaux d'expression et de pression. Le Parlement, les médias, c'est-à-dire les journaux, radios, télévisions, sites web, les grèves, l'occupation des lieux publics, les réunions privées ou publiques. Ces différents canaux sont pour les citoyens les moyens pour adresser des messages aux gouvernants. Les dirigeants ont intérêt à laisser les citoyens exprimer leur indignation par souci d'écoute de leurs préoccupations. Il est vrai que les individus dressés à terre leurs frustrations sont plus faciles à gouverner que ceux jouissant de la liberté de s'exprimer. Il demeure que c'est la seconde option qui s'inscrit dans le sens de l'évolution de l'humanité et du progrès. Les faits sont là pour en convaincre. Un corps social qui s'emploierait à étouffer l'expression des frustrations de ses membres est voué à la sclérose et s'expose à des lendemains explosifs. Le peuple togolais a vécu des années durant sous un régime oppressif. Il s'est rétabli le droit de s'indigner à partir de 1990 et n'a cessé depuis lors de se battre pour sa préservation. En cette période où elle éprouve de plus en plus de difficultés à survivre, les populations des diverses couches sociales, et qu'il s'agisse des enseignants, des étudiants, des médecins, des paysans ou autres, ne manquent pas d'user de leurs droits d'indignation pour se faire entendre. Il est 12h sur la radio. La garantie de l'information de ce jeudi en train de parcourir les réflexions de feu maître Yaovi Agboibo. L'ouvrage a pour titre Paramètres humains de l'action politique pour la bonne gouvernance en Afrique aux éditions Harmattan. Alors, nous sommes en train de revenir sur les réactions affectives, donc à l'insatisfaction des besoins vitaux. Outre la colère, la haine, caractéristique et impact. L'indignation, vient nous rappeler, est une réaction visant à désapprouver un acte répréhensible sans s'en prendre à la personne de son auteur.
Elle procède du souci d'avoir des relations saines avec autrui. Elle n'est pas incompatible avec une culture d'amour du prochain. La haine va, elle, au-delà de l'acte répréhensible. Elle vise, comme l'écrivent Dalai Lama et Ekman, la personne en elle-même. Elle est un sentiment de rejet d'un individu ou groupe d'individus. Celui qui éprouve la haine n'a pas envie de voir la personne détestée, de la sentir, de parler avec elle. Sa seule présence l'agace. Il porte un jugement négatif sur tous ses propos et actes et ne lui reconnaît pas le moindre mérite. Elle lui inspire du dégoût. Il se réjouit de ses malheurs. Il se plaît à la salir par des injures, des dénigrements et des propos calomnieux. Il n'hésite pas à soulever les siens contre lui. Il peut aller jusqu'à chercher à la détruire par la violence physique, agression, assassinat, empoisonnement. De ces diverses caractéristiques de la haine, la plus significative est le refus de parler avec la personne concernée. La parole est le socle des formes modernes d'organisation du pouvoir. L'État trophée correspondait au règne de la force brute, de la loi du plus fort. La République, en tant que chose commune, a par contre pour fondement la parole. Elle suppose un dialogue permanent par lequel les acteurs politiques s'efforcent de s'accorder sur la manière de promouvoir le bien commun et d'en assurer une répartition équitable. Aussi se retrouve-t-elle en crise chaque fois que la parole est rompue entre les acteurs politiques. Tout comme l'indignation, le ressentiment se démarque de la haine tant qu'il n'atteint pas le stade du désir de nuire à l'auteur de la frustration, d'où l'intérêt à l'exorciser à temps pour qu'il ne s'accumule pour dégénérer en haine. Dans la mesure où la haine induit l'intention de nuire, il est normal que la personne qui en est la cible se mette sur ses gardes et exerce, s'il y a lieu, son droit de légitime défense. La riposte n'est pas en soi un geste de haine. Elle répond à un besoin humain d'autodéfense. Mais il peut arriver qu'elle prenne une allure haineuse par le jeu des circonstances. C'est pour cela que la haine engendre bien souvent des situations de violence et de contre-violence aux conséquences rarement prévisibles au départ. Le climat politique est fortement marqué et continue à être marqué au Togo par la haine. À l'égard des tenants du régime, le sentiment de haine s'exprime essentiellement de deux façons. D'abord, par un discours qui se veut violent, injurieux. Ensuite, par le refus du contact et du dialogue. Le vrai opposant, disait-on à partir de la création en mai 1991 du Code 2 collectif de l'opposition démocratique, est celui qui n'a jamais rencontré le président Gnassingbé Eyadéma et n'attend pas le rencontrer, ce en rupture avec la démarche suivie jusque-là par le phare Front des associations pour le renouveau. Le professeur Léopold Ninevi, à qui il revient la paternité de ce cliché mental, fut le premier à l'incarner aux yeux des populations. Gilles-Christ Olympio l'en a éclipsé à son retour au pays. Les Togolais avaient trouvé en Gilles-Christ Olympio le personnage qui, de par son histoire, ne pouvait pour rien au monde accepter de serrer les mains des Eyadéma. Il était à leurs yeux celui qui pouvait mieux les venger des multiples frustrations que le général Eyadéma a occasionnées durant son long règne. C'est sur le terreau de haine constitué par l'accumulation des ressentiments créés
par des frustrations que Gilles Christ Olympio s'est fait bâtir une popularité impressionnante par ses compagnons et ses militants. On s'en est rendu compte au score réalisé par son parti, l'UFC, Union des forces de changement, au scrutin présidentiel de 1998, 2003 et 2005. Le général Eyadema s'est très tôt rendu à l'évidence du tournant pris par le processus démocratique avec l'aversion populaire provoquée à l'endroit de sa personne et de son régime par l'entrée en scène de Gilles Christ Olympio. Il mit tout en œuvre pour résister au mouvement, notamment en ralliant l'armée et en verrouillant les administrations et les sociétés d'État par la nomination des cadres civils de son bord à leur tête. Il a fallu d'énormes efforts en interne et le concours des pays amis pour que s'ouvre en mars 2006 le dialogue national qui a abouti à l'accord politique global du 20 août 2006 signé par l'ensemble des forces politiques du pays. Le paysage politique se polarisa rapidement en deux camps, à coloration bio-historique et géo-ethnique, avec d'un côté, c'est nous, c'est-à-dire les partisans du changement que Gilles Christ Olympio caricatura en descendant biologique des compagnons de lutte de son père. Et de l'autre, c'est eux, c'est-à-dire l'armée et sa branche civile, le RPT, qui se sont employés de 1998 à 2005 à faire échouer systématiquement dans des bains de sang les violences et les victoires électorales successives remportées par l'UFC, parti de Gilles Christ Olympio. Ce clivage s'aggrava d'année en année avec pour conséquence l'accumulation ou l'accentuation de la misère sociale. Le climat socio-politique était d'autant plus malsain que les leaders de l'opposition se vouaient une haine de nature à rendre impossible toute entente face au pouvoir, chacun en voulant à l'autre. La victoire remportée par le Comité d'action pour le renouveau CAR aux élections législatives de 1994 avec 36 sièges fut la source de ces malheurs. Le RPT n'a pas, bien sûr, digéré sa défaite et n'a pas manqué de mettre à profit toute occasion pour s'en venger. C'était curieusement avec le même acharnement que les leaders des autres partis d'opposition s'étaient mis à combattre le CAR. Ils se plaisaient à se faire passer pour les vrais opposants par la virulence de leurs propos. Plusieurs d'entre eux ont même encouragé Edem Kodjo à se faire nommer Premier ministre à la suite des élections législatives de 1994, qui a donné 7 sièges à son parti, l'UTD. Il n'était guère possible d'envisager dans ces conditions une quelconque sortie de la crise par des discussions. Les divers dialogues initiés par l'Union européenne dans le cadre des accords ACP-UE, notamment ceux qui eurent lieu à la suite des scrutins présidentiels frauduleux de 1998 et de 2003, ont été sans lendemain. Il a fallu d'énormes efforts en interne. Et le concours des pays amis pour que s'ouvre en mars 2006 le dialogue national qui a abouti à l'accord politique global du 20 août 2006 signé par l'ensemble des forces politiques du pays. Les partis d'opposition signataires de l'accord s'étaient tous engagés à conforter le consensus amorcé en formant avec le RPT un gouvernement d'union nationale dirigé par un premier ministre issu de l'opposition. L'UFC de Gilles Christ Olympio s'était dérobé, le moment venu, à son engagement avec l'idée de pouvoir obtenir seul une majorité écrasante en diabolisant ses partis frères et qui ont tenu leur parole. La stratégie a tourné à l'avantage du RPT sorti vainqueur des élections législatives d'octobre 2007 avec 50 élus sur 81. C'est à la suite du scrutin présidentiel de 2010 que Gilles Christ Olympio
eut l'air d'avoir enfin compris la nécessité d'un consensus national en signant le 26 mai 2010 un accord de cogestion du pays avec le RPT. Mais la manière dont il s'y est pris fut telle que l'accord, au lieu d'assainir le climat de haine qui prévalait, l'a aggravé au contraire par la zizanie créée au sein de son propre parti, ses disciples d'hier ayant choisi de conserver à travers une nouvelle formation politique, l'Alliance nationale pour le changement, la méthode qu'ils ont appliquée ensemble durant 19 ans. De sorte que le climat politique national est toujours malsain. L'opposition continue à avoir en son sein un courant idéologique caractérisé par l'intolérance des opinions contraires, le dénigrement des autres partis d'opposition et l'hostilité au dialogue. De son côté, le régime ne semble pas être prêt à mettre en place un système de répartition équitable des ressources publiques. C'est pour les jeunes un véritable drame de ne pouvoir accélérer ou accéder à certaines fonctions d'État et des sociétés d'État ou à des marchés publics et parapublics sans donner des gages de leur appartenance au parti au pouvoir. Et nombreux sont nos compatriotes résidant à l'extérieur, à l'intérieur ou à l'étranger qui ne semblent guère disposés à encourager les investisseurs à s'intéresser à leur pays. L'aversion envers le régime a ainsi affecté le devoir d'aimer son pays. La réalité et la racine du mal togolais ne font pas de doute. Mais comment y remédier? Comment sortir de l'impasse politique? D'aucuns croient, comme nous l'avions souligné plus haut, que la seule façon de venir à bout de l'oppression est l'idéologie de haine pratiquée sous forme de violence physique ou verbale et de refus de dialogue. La solution n'en est pas une. Des faits vécus par notre pays ont montré plus d'une fois l'inefficacité de la stratégie. L'opposition ne peut pas être vaincue par la haine. Je reprends. L'oppression ne peut pas être vaincue par la haine. Ce genre de stratégie a toujours tourné au drame. Il est l'une des causes de la persistance des souffrances de nos populations. La solution à l'oppression réside, comme l'a souligné Stéphane Hessel, dans la direction contraire à celle de la haine. Je cite: aussi bien du côté des oppresseurs que des opprimés, il faut arriver à une négociation pour faire disparaître l'oppression. Fin de citation. L'option doit pouvoir aboutir pourvu que ceux qui se battent pour le changement persévèrent dans leur attachement à l'idée que l'éradication de l'oppression et l'alternance sont des désirs légitimes de nos populations. La fermeté n'a pas besoin d'être violente ou théâtrale pour triompher. Elle gagne à demeurer sereine. Et si le régime s'obstine, persiste dans sa position, il faut recourir à des pressions non violentes pour l'amener à s'ouvrir à des discussions susceptibles de déboucher sur les changements recherchés. Monsieur Gilles-Christ Olympio, qui durant des années a fait l'expérience de la stratégie de haine et de son corollaire, le refus du dialogue, a fini par réaliser que sa méthode a desservi les populations. Il est dommage qu'il ne s'en soit rendu compte qu'après les énormes dégâts favorisés par sa stratégie antérieure. Il aurait contribué, suite au dialogue national de 2006, à freiner l'accaparement des ressources nationales par les tenants du régime, si son parti, l'UFC, s'était associé à la mise en œuvre des dispositions de l'APG en respectant son engagement de participer au gouvernement d'union nationale.
Il demeure que c'est une bonne chose que Gilles-Christ Olympio ait finalement remis en cause sa ligne politique antérieure. Et si ce revirement n'a pas assaini le climat politique comme on pouvait s'y attendre, c'est pour la simple raison que ces partisans ont trouvé dans l'ANC, le nouveau parti créé par ses anciens compagnons, un canal de rechange pour continuer à assouvir leur pulsion aux injures. Le Togo ne peut sortir du climat de haine que par le dialogue, à condition qu'ils prennent part. Toutes les formations politiques jouissent d'une audience réelle auprès des populations. L'expérience a montré que si l'une d'entre elles se met en dehors du processus de discussion, elle recherche tous les moyens à le discréditer. L'alternance au dialogue inclusif ou l'alternative au dialogue inclusif serait la marginalisation des courants hostiles au dialogue. Mais l'expérience a révélé les limites de la stratégie. Gilles-Christ Olympio a cherché à séduire aux dépens de l'ANC les populations par des discours d'apaisement. Ces anciens militants repris par l'ANC n'ont guère réagi à ces propos. Ils continuent à se plaire au sensationnel des injures, du bluff. Partout et toujours, de l'émotionnel en permanence et du refus du dialogue. De sorte que le climat politique, loin de changer, continue à se détériorer. Le troisième élément de l'émotion. Les sentiments de combat pour la survie. La lutte pour la survie met en mouvement de nombreux ressorts humains. Le plus significatif d'entre eux est la combativité, la propension à affronter l'adversité. Dans un contexte de crise comme le nôtre, les personnes non outillées, ne fût-ce que par leur capacité de dissuasion à contenir l'adversité, sont condamnées à traîner dans le peloton de queue. La question de courage ne se pose bien entendu qu'en cas de peur. Avant d'examiner la place qu'occupe dans le combat politique le courage et les sentiments qui lui sont liés, il convient de cerner les contours de la peur. La peur, une arme politique. La peur, comme le souligne Serge Tchakotine, est liée étroitement à l'instinct numéro 1, l'instinct combatif. Fin de citation. Elle est une réaction émotionnelle de défense face à une situation qui met en péril la vie, l'intégrité physique, l'honneur ou toute autre chose chère à la personne humaine. C'est par ces implications politiques qu'elle entre dans le cadre de nos propos. La peur est un phénomène de premier ordre en politique. La peur de perdre le pouvoir est la source première de la mauvaise gouvernance des ressources publiques dans plusieurs pays africains. Je reprends. La peur de perdre le pouvoir est la source première de la première gouvernance des ressources publiques dans plusieurs pays africains. C'est elle qui, au Togo, a poussé le président et Ademogne Asingbe à dilapider d'énormes sommes pour gratifier des personnages qu'il sollicitait à l'étranger pour le soutenir contre les manœuvres réelles ou supposées de déstabilisation de son régime ou pour l'aider à faire reprendre la coopération. Les gratifications en interne au Togo pour la conservation du pouvoir étaient moindres. À l'époque du système à parti unique, il conviendrait ou il considérait qu'il n'y avait pas à s'inquiéter des citoyens tant ils lui étaient dociles. Les fonds distribués à l'occasion des manifestations organisées pour le soutenir servaient plutôt à lui conférer une légitimité pour les besoins de l'extérieur.
C'est après son décès que le parti au pouvoir a développé, en violation du code électoral, la pratique d'achat des consciences pour gagner les élections. Il est par contre normal, dans les pratiques du jeu politique, qu'un acteur politique cherche à agir sur le moral du camp adverse en lui faisant peur par des propos menaçants. La démonstration de sa puissance par des manifestations géantes, les tapages médiatiques. En dehors de ces deux premières variétés de peur, il y a celle liée aux problèmes auxquels les citoyens sont confrontés ou au risque d'être confrontés dans un proche avenir. La peur du chômage, de détérioration du niveau des revenus, de flambée des prix, des effets préjudiciables de l'exploitation des gisements miniers sur l'environnement. L'opposition ne se prive pas de mettre en exergue ces défis et de faire entendre aux populations qu'elle est mieux outillée de les relever. De son côté, le régime fait croire aux natifs de ces fiefs que si jamais le pouvoir venait à lui échapper par l'arrivée d'un opposant à la tête du pays, ils seront chassés de leur emploi et de leurs terres. À l'échelon national, si le parti au pouvoir s'est fait vainqueur d'élection en élection durant des années, c'est qu'en dehors de la fraude électorale et de l'achat des consciences, il fait régner la terreur à l'endroit des opposants par des violences physiques et des montages médiatiques. Sous des pressions internes et étrangères, le régime a par moments modéré l'ampleur de la teneur sans y renoncer. Pour autant, il en use chaque fois qu'il craint de perdre le pouvoir. Mieux, il s'est inventé des formes nouvelles de peur pour continuer à sortir vainqueur des consultations électorales. C'est ainsi qu'il recourt au chantage en matière d'affectation des emplois et marchés publics et autres ressources nationales. Les citoyens et les localités sont ainsi menacés constamment de ne pouvoir jouir des ressources nationales s'ils ne se rallient pas au parti au pouvoir. Dans les rangs de l'opposition, il existe malheureusement des courants qui pratiquent la violence verbale par un style haineux calqué sur le modèle nazi tel que décrit par Serge Tchakotine. Il s'attelle à proférer à l'endroit des partis frères de graves menaces. Je cite, « Gare à quiconque osera. On va se mesurer. » Et des propos calomnieux, grossiers, je cite encore, « X est du RPT. Y est allé à la mangeoire. Si vous accordez vos suffrages au candidat Z, il ira les vendre au RPT. » Fin de citation. Face aux intimidations venant du régime ou des courants extrémistes de l'opposition, il faut s'armer de courage. Alors là, on va s'arrêter pour aujourd'hui à la page 43 du bouquin, du livre de feu Maître Yaovi Aguibo, dont le titre est « Paramètres humains de l'action politique pour la gouvernance, pour la bonne gouvernance en Afrique » aux éditions Harmattan. Merci de nous avoir suivis sur la radio. On se retrouvera la prochaine fois pour continuer, pourquoi pas. Mais tout à l'heure à 12h45, le journal parlait sur la radio. 12h45, le journal parlait sur la radio. Appelez-moi Saint-Héré Gaton. À très vite, au revoir.